Imaginez un jeune garçon à peine sorti de l'enfance qui voit sa vie basculer dans la douleur et le deuil. En quelques mois seulement, il perd la majorité de sa famille, fauchée par la guerre et la maladie. Et pourtant, au lieu de se laisser briser par ces tragédies, il décide de se relever, de tracer sa route, et de bâtir, pierre après pierre, un empire qui, 2 siècles plus tard, reste l'un des plus grands symboles du luxe au monde, Hermès. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire. Pas seulement les dates, pas seulement les faits, je vais vous plonger dans les rues de Paris du 19e siècle, dans les ateliers qui sentent le cuir frais, dans les salons des princesses et des célébrités qui ont façonné la légende. Et avant que nous commencions ce voyage dans le temps, si vous aimez découvrir les destins incroyables, les histoires de courage, de génie et de persévérance, abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux continuer à fouiller dans l'histoire, à dénicher ces récits et à vous les raconter comme si vous y étiez. Janvier 1801, dans la petite ville de Krefeld, en Prusse, juste à côté de Düsseldorf, un enfant ouvre les yeux pour la première fois. Son nom, Thierry Hermès. Sa mère est allemande, solide et travailleuse. Son père est français, un immigré venu chercher une vie meilleure, avec ce mélange d'accent et de fierté qu'on reconnaît chez ceux qui ont quitté leur pays. Ils tiennent une auberge, une de ces maisons bruyantes et chaleureuses, où les odeurs de soupe se mêlent aux rires, aux chants et parfois aux discussions enflammées des voyageurs. Thierry grandit entouré de ses 5 frères et sœurs. Et pour un temps, la vie est simple. Mais la paix, elle, est fragile. 2 ans après la naissance de Thierry, le monde bascule. Les guerres napoléoniennes éclatent. Des armées déferlent sur l'Europe. Les routes se remplissent de soldats, de blessés, de réfugiés. La guerre, impitoyable, ne frappe pas seulement les champs de bataille. Elle s'invite dans les foyers. Plusieurs membres de la famille Hermès meurent, victimes des combats. D'autres, affaiblis par la misère et les privations, succombent à la maladie. Imaginez cet enfant voir partir, l'un après l'autre, ceux qu'il aime, et comprendre, trop tôt, que la vie ne fait aucun cadeau. En 1828, lassée de la douleur et cherchant une vie meilleure, la famille Hermès quitte Krefeld pour Paris. Mais elle ne s'installe pas directement au cœur de la capitale. Non. Elle choisit Pont-Audemer, une petite ville normande, au nord de Paris, baignée par les rivières et bordée de prairies. C'est là, dans cet environnement calme et studieux, que Thierry, âgé de 27 ans, découvre le cuir. Pas seulement comme matière, mais comme un monde entier. Il apprend à le couper, à le coudre, à le polir. Il comprend qu'un objet, quand il est bien fait, peut durer toute une vie, et même traverser les générations. 3 ans après ce nouveau départ en Normandie, Thierry épouse Pétronille Pierrand. Le couple donne naissance à un fils, Charles-Émile Hermès. Ce nom, aujourd'hui associé au luxe et au raffinement, n'était alors que celui d'un enfant, courant dans les rues, pavé, curieux de tout, respirant l'odeur du cuir que son père travaillait. Thierry n'avait pas eu une jeunesse facile, mais cette dureté l'avait forgé. Il avait compris que chaque détail comptait, que la qualité devait toujours primer sur la facilité. Et en 1837, à 36 ans, il franchit une étape décisive. Il ouvre son premier atelier à Paris. Pas sur une avenue prestigieuse, mais dans une rue aujourd'hui disparue, la rue Basse du Rempart. C'est dans cet espace modeste qu'il se consacre à la fabrication de harnais et de brides pour chevaux, destinés à une clientèle très particulière, les nobles français et les compagnies de voitures à chevaux. Paris, à cette époque, est un mélange d'élégance et d'effervescence. Les tendances changent vite, mais les aristocrates recherchent la simplicité et la légèreté. Thierry le comprend immédiatement. Il observe, il écoute. Il sait que pour séduire ses clients exigeants, chaque couture doit être parfaite, chaque cuir choisi avec soin, chaque boucle polie jusqu'à briller comme de l'or. Et ça marche. Ces harnais ne sont pas seulement beaux, ils sont solides, endurants, un équilibre rare que ses clients apprécient immédiatement. Au fil des ans, la réputation de Thierry grandit. Et en 1867, il reçoit une reconnaissance internationale, un prix à l'exposition universelle. Pour un homme parti de presque rien, c'est un accomplissement immense. En 1878, à l'âge de 77 ans, Thierry s'éteint. L'atelier, désormais reconnu pour sa qualité exceptionnelle, passe entre les mains de son fils Charles-Émile. Charles-Émile décide alors d'installer l'entreprise dans ce qui deviendra l'adresse mythique d'Hermès, 24, Faubourg Saint-Honoré. C'est plus qu'un déménagement. C'est une déclaration d'intention. Le Faubourg Saint-Honoré est un quartier élégant, fréquenté par les élites, les diplomates, les personnalités du monde entier. Hermès y trouve naturellement sa place. Charles-Émile ne veut pas se limiter à Paris. Il commence à servir l'élite internationale. Aristocrates russes, grands bourgeois américains, princes d'Afrique du Nord, dignitaires asiatiques, ses créations voyagent. Les coffres Hermès se retrouvent dans les calèches de Saint-Pétersbourg, dans les palais de Marrakech, sur les routes poussiéreuses d'Inde. Et c'est à cette époque qu'il conçoit un objet devenu culte, le haut à courroie, un grand sac permettant aux cavaliers de transporter leur selle.
un objet pensé pour l'utilité, mais qui ne sacrifie rien à l'élégance. Le succès est tel qu'au bout de près de 30 ans, Charles-Émile décide de passer la main à ses deux fils, Adolphe et Émile Maurice. En reprenant l'entreprise, les deux frères la rebaptisent Hermès Frères. Ils veulent continuer l'expansion internationale. Mais le destin va offrir à Émile Maurice une idée révolutionnaire. Lors d'un voyage au Canada, il découvre un petit objet encore méconnu, la fermeture éclair. Il en comprend immédiatement le potentiel. De retour en France, il dépose un brevet et devient le premier à introduire la fermeture éclair dans le pays. Mieux encore, Hermès est le premier en France à fabriquer des vêtements et des sacs à main qui en sont équipés, à tel point que la fermeture éclair devient vite célèbre sous un nouveau nom, la fermeture Hermès. En 1914, Hermès fournit les selles du tsar de Russie et emploie 80 artisans selliers. L'atelier vibre du bruit des marteaux, des odeurs de cuir et de colle, des conversations d'artisans concentrés sur leur ouvrage. Mais quelques années plus tard, le marché de l'équipement équestre décline. Adolphe quitte alors l'entreprise, laissant Émile Maurice seul aux commandes. C'est à ce moment qu'il introduit une innovation majeure, le premier sac à main Hermès. L'idée vient de sa femme qui ne trouvait aucun modèle à son goût. Il en crée un directement inspiré du haut à courroie, mais en plus petit, plus féminin. Nous sommes en 1922. Les années folles battent leur plein. Paris vibre au son du jazz, les robes raccourcissent. Les voitures automobiles commencent à remplacer les fiacres et Hermès, lui, est prêt à évoluer. Émile Maurice introduit officiellement le premier sac à main Hermès dans la collection. Ce n'est pas un simple accessoire. C'est un objet pensé avec la même rigueur qu'une selle. Un cuir sélectionné avec soin, des coutures invisibles, un équilibre parfait entre souplesse et solidité. Le succès est immédiat auprès de la haute société parisienne. Mais Hermès ne s'arrête pas là. En 1925, pour la première fois, Hermès se tourne vers la mode masculine avec un vêtement prêt-à-porter, une veste de golf pensée pour être à la fois pratique et élégante. Puis, en 1927, la maison introduit sa première ligne de bijoux, des pièces discrètes, raffinées, souvent inspirées du monde équestre. Mors de cheval, brides, boucles stylisées. En 1928 viennent les montres et les sandales. Petit à petit, Hermès élargit son univers. Chaque nouveauté porte la même signature, la perfection artisanale. Une décennie plus tard, Hermès lance un produit qui deviendra un symbole, le carré de soie. Imaginez la scène, un carré parfait, imprimé de motifs complexes, inspiré de l'histoire, de la nature, du sport. La soie est légère, douce, mais d'une résistance surprenante. Les célébrités s'en emparent immédiatement. Jacqueline Kennedy, par exemple, en fera un de ses accessoires fétiches. Le carré devient un langage. Porté autour du cou, dans les cheveux, en ceinture, il incarne un style, une attitude. Après la mort d'Émile Maurice, la direction passe à son gendre Robert Dumas en 1951. C'est lui qui crée le logo que nous connaissons encore aujourd'hui, le cheval et la calèche, hommage aux origines équestres de la maison. Mais surtout, il reprend un modèle de sac existant, le sac à dépêche, et le perfectionne. Ce sac, élégant et structuré, va connaître un destin inattendu. En 1956, une photo fait le tour du monde. Sur la couverture de Life Magazine, la princesse Grace Kelly, enceinte, cache son ventre avec un sac Hermès. Cette image devient iconique. Les clientes se précipitent en boutique pour demander le sac de Kelly. Hermès comprend qu'il tient là un trésor et renomme officiellement le modèle, le Kelly. Ce sac ne sera plus jamais un simple accessoire. Il devient un symbole de prestige et de féminité, un objet de désir. Mais l'histoire d'Hermès n'est pas une ligne droite vers le succès. Dans les années 60 et 70, la maison subit un déclin. Pourquoi ? Parce qu'elle refuse de suivre la tendance des matériaux synthétiques, nylon, polyester, vinyle, préférant rester fidèle au cuir, à la soie, aux matières nobles. Cette fidélité à l'artisanat, si admirable soit-elle, coûte cher. Et face à des concurrents plus modernes, Hermès semble perdre du terrain. En 1978, un nom bien connu reprend les rênes, Jean-Louis Dumas, fils de Robert et arrière-petit-fils de Thierry Hermès. Jean-Louis ne se contente pas de préserver la maison, il la transforme. Il recentre Hermès sur 3 piliers, le prêt-à-porter, les carrés de soie et la maroquinerie. Et il a une idée en tête, créer un sac aussi emblématique que le Kelly. En 1984, sur un vol Paris-Londres, le destin frappe à nouveau. Jean-Louis Dumas est assis à côté de l'actrice Jane Birkin. Elle voyage avec son célèbre panier en osier, mais celui-ci se renverse dans l'avion, laissant tomber toutes ses affaires. Agacée, elle se plaint. Je ne trouve jamais un sac pratique, assez grand et élégant à la fois. Jean-Louis saisit l'opportunité. En quelques minutes, sur un simple morceau de papier, ils esquissent ensemble un nouveau sac. Le Birkin est né. Au départ, le Birkin ne rencontre pas un immense succès. Mais très vite, il devient un symbole de rareté. Ses prix élevés et ses longues listes d'attente créent une aura d'exclusivité.
Aujourd'hui, un Birkin peut coûter de 11 000 € à plus d'1 million pour les modèles les plus rares, et certains l'achètent même comme un investissement, tant sa valeur augmente avec le temps. Sous la direction dynamique d'Axel Dumas et de Pierre-Alexis Dumas, Hermès connaît aujourd'hui une croissance fulgurante et maîtrisée. Ce n'est pas un conglomérat comme LVMH. Derrière Hermès, il y a surtout une vision de famille, transmise depuis 6 générations, avec au cœur de chaque création cette même exigence artisanale. Hermès brille sur tous les fronts. Maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux, montres, parfums, mobilier. Chaque univers recèle de pièces empreintes de tradition, d'élégance et d'un savoir-faire d'exception. Ce modèle hybride, entre héritage artisanal et stratégie moderne, nourrit sa puissance économique autant que son aura culturelle. Et sur le plan financier, les chiffres sont parlants. Hermès a récemment dépassé LVMH pour devenir la maison de luxe la plus précieuse au monde, avec une capitalisation boursière estimée à près de 248 milliards d'euros. Selon d'autres estimations, elle oscille entre 219 et 222 milliards d'euros, soit entre 253 et 258 milliards de dollars, en date d'août 2025. Ces chiffres témoignent non seulement de la valeur économique colossale de la marque, mais aussi de la confiance que lui accordent les marchés, malgré sa volonté de préserver l'exclusivité plutôt que de baser sa croissance sur la quantité. Hermès, c'est plus qu'une marque, c'est l'histoire d'une famille, d'un savoir-faire, et d'une vision qui a survécu aux guerres, aux crises, aux modes éphémères. Et vous, la prochaine fois que vous croiserez un carré de soie, un Kelly ou un Birkin, souvenez-vous qu'avant d'être un symbole de luxe, c'est le rêve d'un enfant qui a refusé de plier face au destin. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, car il y a encore tant de récits incroyables à vous raconter. Et chaque abonnement m'aide à continuer ces voyages dans le temps pour vous.